Le ministère de la Santé publique a établi un bilan provisoire par rapport aux crimes qui sont commis dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, mais aussi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, avec pratiquement plus de 9000 morts enregistrés en République démocratique du Congo. C'est le sang des Congolais qui a coulé suite au comportement du Rwanda, justement, qui agit sous couvert de ses supplétifs du M23 en coalition avec l'Alliance Fleuve Congo de Corneille et Nonga. Alors la grande question que l'on se pose est de savoir tous ces crimes commis dans la partie est de la République démocratique du Congo relèvent-ils de la compétence de la Cour pénale internationale qui peut porter plainte devant cette instance judiciaire internationale? Toutes ces questions auront des réponses au cours de ces nouveaux numéros de votre émission Droit pour tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous qui êtes branchés pour nous regarder par rapport à ce numéro. Et pour ce faire, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau, sur votre plateau, un habitué de cette émission, un habitué de votre plateau. Il s'agit de Maître Mulamba Mpoi, qui est avocat inscrit au barreau de Kinshasa, Gombe et Matete plutôt. Il est aussi enseignant dans la faculté de droit. Il est le président de la société civile des Intègres, Génération Consciente. Il est également le président de la Sentinelle du Congo, Maître Mulamba Mpoi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Nico. Voilà, c'est encore un plaisir de vous recevoir à nouveau dans le cadre de cette émission Droit pour tous. Et aujourd'hui, nous vous recevons non comme acteur de la société civile, mais dans votre casquette de praticien du droit. Très ravi, une fois de plus. En passant, je salue nos téléspectateurs qui ont eu l'habitude de nous suivre généralement à des séquences. Répondre à cette question serait une possibilité pour moi de faire tout en cours de droit pénal international. Mais dans une émission de 30 minutes, 40 minutes, toujours insignifiant. toujours insignifiant, pour aborder tous les aspects liés à cette question de la Cour pénale internationale par rapport aux atrocités ignobles à l'est du pays. Et j'en profite de cette occasion pour présenter mes mots que je considère ici d'affection pour cette population métis de l'est du pays. Ça a duré 30 ans, c'est trop pour un peu. Voilà, merci beaucoup. Alors, je le disais, Maître Mulamba, déjà plus de 9000 morts enregistrés. Ces crimes relèvent-ils de la compétence de la Cour pénale internationale? Alors, vous avez la parole pour décortiquer cette question. Au fait, les atrocités, les images de l'Holocauste, l'ampleur de crimes, 9000 morts. 9000 morts. Seulement lorsqu'on a pris le Goma et le Bukavu. Mais je voudrais signaler ici que ces tueries généralisées, systématiques, relèvent pure et simplement de la compétence de la Cour pénale internationale. Mais je voudrais qu'on s'entende sur certains aspects.
aspects de la question. La Cour pénale internationale, c'est une organisation internationale qui a un statut, le statut qu'on appelle De Rome. le statut de Rome. La République démocratique du Congo est partie prenante à ce statut de Rome. La République a signé le statut. Ce qui signifie que la République démocratique du Congo accepte la compétence de la Cour pénale internationale. Pour schématiser, je voudrais dire que les crimes qui sont commis à l'est du pays relèvent certainement, évidemment, de la compétence de la Cour pénale internationale. Parce que lorsque vous les examinez, ils tombent non seulement sous le coup du génocide, du crime contre l'humanité, Crime d'agression. crime de guerre. Ça relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Maintenant, il est question de savoir qui peut engager la Cour pénale internationale à mener de poursuites contre les auteurs de cette prévention qui relève du droit pénal international. Voilà, donc Maître Moulamba, donc vous dites que c'est l'État congolais à ce stade qui peut justement porter plainte devant la Cour pénale internationale par le biais du ministère de la Justice. Oui, le président de la République a un mécanisme. Vous savez, l'État est toujours engagé sur le plan international par le chef de l'État. Il y a d'autres acteurs qui interviennent pour que la demande, la plainte arrive jusqu'à la Haye. Notamment le ministre de la Justice. Les Affaires étrangères interviennent parce que c'est entre des États. Il s'agit d'une affaire relative à la coopération internationale. Voilà. Il y a aussi le procureur de la Cour pénale internationale qui peut également prendre l'initiative d'engager de poursuites après qu'il ait mené ses enquêtes. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, le procureur était dans la ville dans le cadre de l'ouverture des enquêtes sur le crime qui sont commis à l'est du pays. Mais aussi le Conseil de sécurité de l'ONU peut aussi donner l'injonction au procureur d'engager de poursuites. Et cela en vertu de chapitre 7 qui organise de charte des Nations Unies. Donc, pour engager de poursuites, il revient à l'État victime d'ouvrir, de saisir, de se plaindre devant la Cour pénale internationale. Il revient au procureur près la Cour pénale internationale d'initier des actions de poursuite. Il revient également au Conseil de sécurité des Nations Unies de donner des injonctions au procureur pour que le poursuite soit engagé contre tel ou tel. Alors, les particuliers qui se forment dans un groupe n'ont pas le droit, n'ont pas cette compétence-là de pouvoir initier cette plainte-là. Les associations nationales ou internationales ne peuvent pas initier de plainte parce que le statut ne l'a pas prévu. La responsabilité d'engager de poursuites devant la Cour pénale internationale relève de la compétence de l'État membre, relève de la compétence du procureur général. Mais il arrive que le Conseil de sécurité donne injonction pour que les poursuites soient aussi engagées. Il est exclu que les individus des associations puissent engager de poursuites devant la Cour pénale internationale.
Alors, on va parler des responsabilités. Avant de parler des responsabilités des auteurs qui sont des auteurs de ces crimes, parlons quand même d'abord de ces différents crimes. Parce qu'on entend parler, vous avez cité la liste de tous ces crimes, les crimes contre l'humanité, le crime des guerres, le crime de génocide et d'agression. Et donc, quelques explications pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre au fait ce qui se commet dans la partie est de la RDC, mais ce qui se disent aussi, on entend parler des crimes contre l'humanité, c'est quoi? Au fait, le statut de Rome a défini ces crimes. Après les avoir identifiés, il en donne des éléments et de définition. Donc, qu'on appelle des éléments des crimes. De tous ces crimes qui relèvent de sa compétence. Lorsque vous avez le crime des génocides, c'est, si je ne me trompe pas, ça doit être à l'article 6 du statut de Rome, que ce crime est défini. Mais vous savez, le législateur international, conventionnel, lorsqu'il s'est mis à étudier ce crime, il s'est référé déjà dans le passé, parce que le crime de génocide, qui est considéré comme les images de l'Holocauste, des tueries massives, de crimes, des atrocités, c'est lorsque ce crime vise, voudrais-je dire, un groupe. Un groupe d'individus. Pas un groupe d'individus. Parce que le terme ont leur sens dans la définition conventionnelle du crime de génocide. Il faut que ces atrocités visent un groupe en totalité ou en partie. Ça peut être un groupe national. Vous prenez à l'est du pays, c'est un groupe national. La nation, c'est le Congo. On vise ce groupe national à l'est du pays. Ça peut tomber sous le coup de crime de génocide parce qu'on vise un groupe national. On peut viser un groupe ethnique en totalité ou partiellement. Ça tombe sous le coup des génocides, des crimes contre le génocide. Ça peut viser un groupe racial. On vise un groupe racial en totalité ou en partie. Tout comme on peut également viser un groupe religieux. On vise un groupe religieux. On vise soit le musulman, on vise le catholique. Quand on vise que ce groupe-là en totalité ou en partie, ça tombe sous le coup des génocides. Maintenant, il y a des éléments. Je prends un élément parce qu'il y en a une liste que le statut de Rome a déterminée. Mais cette liste, elle est longue, mais n'est pas excessive. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres éléments d'ajout, mais qui ne se retrouvent pas dans le statut de Rome. À l'article 6. Ça peut être l'extermination. Donc, on veut exterminer un groupe racial. On veut exterminer un groupe national. Voilà les éléments, parce que il y en a un nombre, la liste des éléments. On ne saura pas tout citer ici. De tueries d'une ampleur excessive visant un groupe national, visant un groupe ethnique, visant un groupe racial, visant un groupe religieux. Ça tombe sous le coup du génocide. Mais lorsque vous prenez le crime contre l'humanité, mais ce sont les mêmes éléments. Mais ici, il y a des particularités. La particularité ici, c'est que les tueries sont généralisées et systématiques.
généralisé, on ne vise pas un groupe. Mhm. On vise les populations civiles. Ce sont des tueries massives, sans tenir compte d'un groupe comme si, dans le cas des génocides, on vise un groupe précis. Mais dans le cadre de crimes contre l'humanité, les tueries, l'extermination, les assassinats sont dirigés contre les populations civiles. Attendez, maître. Donc, c'est comme pour dire que tout ce qui se fait dans la partie est de la République démocratique du Congo tombe également sous le coup des crimes contre l'humanité, parce que là, déjà, dans notre introduction, on a compté déjà plus de 9000, on parle de plus de 9000 déjà, 9000 personnes mortes. Et ce sont des populations civiles. Très bien. Ça tombe sous le coup des génocides. Mais lorsque vous continuez avec l'examen du statut de Rome, par rapport aux crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi le crime de guerre. Mais ici, c'est lorsqu'on viole les droits humanitaires. Vous attaquez le Croissant Rouge, vous êtes en dehors de normes. La communauté internationale accepte le principe de mener la guerre, faire la guerre. Mais il y a des normes. Comment faire la guerre? Vous devez rester dans les normes. Comment faire la guerre? Voilà, fidèles téléspectateurs amoureux de votre émission Droit pour tous, nous sommes en train de poursuivre avec notre émission qui est votre émission. Et aujourd'hui, nous parlons essentiellement de la compétence de la Cour pénale internationale par rapport aux différents crimes commis dans la partie est de la RDC. Et sur ce plateau, nous avons reçu pour vous Maître Moulamba Mpoïdjamale, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est enseignant dans la faculté de droit. Il est aussi le président de la Société civile des Intègres, Génération Consciente, et président de la Sentinelle du Congo. Maître, vous étiez en train d'expliquer les différents crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Au fait, lorsqu'on examinait la compétence de la Cour pénale internationale, je vous ai laissé entendre que par rapport aux atrocités de l'Est, ces atrocités, dans leur ensemble, consomment les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Et lorsqu'on aborde le crime de guerre, c'est lorsqu'on viole le droit humanitaire, je le disais. C'est lorsque on ne respecte pas les règles. Comment faire la guerre? C'est dommage que l'humanité accepte de faire la guerre pour telle ou telle raison, mais l'humanité, la vie internationale, organise des règles de comment faire cette guerre. Donc il y a des limites à franchir et des limites à ne pas franchir. Exactement. Vous ne pouvez pas pendant la guerre torturer les combattants qui ont abandonné. Ce qui se passe à l'Est, lorsque telle troupe a abandonné, on les arrête, on les coupe le tête, les bat. C'est ça les atrocités. C'est ça exactement les atrocités qui relèvent, qui sont considérées comme crimes de guerre. Vous avez anéanti l'ennemi, mais vous ne pouvez pas les soumettre à certaines maltraitances. C'est exactement ce qui se passe à l'est du pays. Vous ne pouvez pas soumettre
votre ennemi à certaines situations, par exemple l'esclavagisme. C'est interdit. Par exemple, vous avez l'émission humanitaire. Vous ne pouvez pas attaquer les humanitaires. Si vous attaquez les humanitaires, vous tombez sous le coup de la prévention de crimes de guerre. Voilà. Maître Moulamba, il y a quelques jours ici, le gouvernement congolais se plaignait déjà parce qu'il n'y avait pas de voie d'acheminement de l'aide humanitaire pour le bénéfice de nos populations. Je ne sais pas si la question est réglée, mais vous avez évoqué cet aspect. Tombe sur le coup de crimes de guerre. Vous étouffez une population civile pendant la guerre. C'est un droit humanitaire. Le droit de faire la guerre, c'est un droit humanitaire. Il y a des limites que vous ne pouvez pas franchir. Les prisonniers de guerre que vous maltraitez, vous tombez sous le coup de crimes contre l'humanité. Mais c'est tout ce que Nanga est en train de faire à l'est du pays. Tôt ou tard, il va répondre. C'est ça d'ailleurs, nous allons aborder maintenant la question des responsabilités ou encore la question de la responsabilité. Les comportements de tous ces acteurs qui sont en train de commettre ces genres de crimes. Comment se passe, comment peut-il répondre pénalement de ces comportements? Aucun comportement d'atrocité, aucun comportement qui touche à la conscience universelle. Je pense que la notion de la conscience universelle, c'est une notion très importante en droit pénal international. La conscience universelle, c'est cette harmonie, c'est cette adhésion au principe de la civilisation qui fait que l'humanité tout entière a certaines valeurs qui ne peuvent pas être hypothéquées pour telle ou telle raison. Lorsque vous touchez à ces valeurs retenues par la communauté internationale comme étant rassemblant tous les êtres du monde, vous touchez aux droits de l'homme, vous répondrez tôt ou tard. Mais qui va répondre? C'est la grande question que l'on se pose. Alors, dans le cas sous examen, est-ce que Nanga, qui est le responsable d'un mouvement terroriste, responsable de tout ce qui est en train d'être commis comme infraction relevant de la cour, de la compétence de la CPI, va-t-il répondre? Exactement. Acceptez que je revienne un peu dans l'histoire du droit pénal international. Allez-y, maître. Vous allez vous rappeler la mise en place de ce qu'on qualifie le juridiction pénale internationale de première ère, notamment le tribunal pénal international de Nuremberg. Vous savez, lorsque les Alliés ont gagné la guerre contre les nazis, il était question que tous leurs responsables nazis répondent devant le tribunal pénal international de Nuremberg. Et dans l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'à Nuremberg, c'est une ville allemande où Hitler Adolphe et ses acolytes ont fait la propagande de la race pure. Et lorsque les Alliés ont gagné la guerre, le tribunal pénal international de Nuremberg a été mis en place pour juger le responsable. Et là, Hitler Adolphe avait fui, il a disparu. Mais tous les généraux
Il y avait même des journalistes qui ont fait la propagande. Les ministres, les colonels, les chefs de parti nazis ont répondu de leurs actes. C'est la même chose. Dans l'histoire de l'humanité, le tribunal pénal international de l'extrême-orient de Nippon au Japon a été constitué pour juger les responsables nippons. L'empereur a été épargné avec l'intervention des Américains pour leurs intérêts. Il en est également d'autres juridictions ad hoc. Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, ce sont les dirigeants, les animateurs qui ont répondu devant toutes ces juridictions. Ainsi, arrivé à la Cour pénale internationale, qui est une juridiction pénale internationale permanente. Alors c'est pour vous dire que Nanga est responsable avec tous les Bissimou, tout ce qui les ont suivis, leurs complices. Et la justice pénale internationale, c'est la justice de responsable. Lorsque vous avez une parcelle de pouvoir, attendez-vous, si vous avez posé des actes relevant de la Cour pénale internationale, et je vous signale que les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale sont imprescriptibles. Il n'y a que la mort qui peut vous faire échapper. Voilà. Maître, quand vous parlez de l'imprescriptibilité, vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, parce que cette émission, c'est une émission qui permet à tout le monde de pouvoir comprendre, avoir la connaissance, la compréhension facile. C'est d'une manière très simple. Oui. L'imprescriptibilité veut tout simplement dire qu'il n'y a pas un délai fixé. Si vous avez fait 5 ans, on ne pourra pas vous poursuivre. Donc, tant que vous êtes vivant et que vous êtes tombé sous le coup d'une prévention relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, pas de délai pour... Il n'y a pas de délai de prescription. Voilà. Ça va s'arrêter, vous allez échapper. Donc, vous n'échapperez pas de poursuite judiciaire pour ce crime qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Alors, dans les cas sous examen, Corneille Nangaa, tôt ou tard, même le président Paul Kagame, tôt ou tard, il pourrait être poursuivable par rapport au crime qu'il a commis. Ils répondront de leurs crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Vous savez, la vie internationale, c'est une vie d'intérêt. Lorsqu'il y a des intérêts, on peut vous laisser le temps. Les rapports sont là. Et vous allez penser on vous a oublié. Non, l'humanité, la conscience universelle n'oublie pas les crimes contre l'humanité. La conscience universelle n'oublie pas les crimes qui ont touché à la conscience universelle. Tôt ou tard, Kabila, Nangaa, Bissimu, Kagame, tout James Kabarebe, tous ces gens répondront de leur... Alors, maître, on va parler de la participation criminelle. Dans le cas sous examen, est-ce qu'il y a participation criminelle? C'est quoi la participation criminelle? La participation criminelle, c'est une notion très, très, très importante en droit pénal général. Mais je voudrais seulement en faire une petite définition. Il y a participation criminelle lorsqu'on apporte d'une manière directe une aide
d'une manière directe à la commission de l'infraction. Vous participez directement, vous coopérez à la commission de l'infraction. Vous pouvez être auteur intellectuel, c'est-à-dire vous êtes le concepteur, l'instigateur. Lorsque quelqu'un passe devant le média, il dit le M23 a raison de faire des revendications. Mais quelles sont ces revendications qui s'est fait dans le sang? On fait l'apologie de criminels. On trouve que vous avez apporté votre aide directe. Vous avez coopéré. Vous avez apporté votre assistance directement à la commission de fait que nous déplorons. Une assistance sans laquelle peut-être l'infraction n'aurait pas été commise. Là, vous tombez sous le coup de la complicité. Parce que la notion de la complicité et la notion de la participation, ça relève de la participation criminelle à des décrets différents. L'aide qu'on a apportée est une aide directe ou l'aide qu'on a apportée ne pouvait pas permettre que l'infraction se commette. Mais vous avez quand même apporté cette aide-là, cette assistance-là à la commission de l'infraction. C'est comme quelqu'un qui mobiliserait de fonds pour acheter des armes et soutenir M23. Quelqu'un qui aurait donné un plan d'attaque participe directement à la commission de crime. Donc, la participation criminelle se fait au niveau national, mutatis mutandis au niveau international, puisque là, nous parlons de la Cour pénale internationale. Mais en fait, parce que dans cette guerre, vous avez des étrangers qui se trouvent sur les sols congolais. Mais le droit pénal international intervient lorsque aussi il y a un élément d'extranéité, un élément étranger. L'agression, par exemple, on agresse le Congo. On envahit le Congo. Par les étrangers. Par les étrangers. Fortement armés. Mais aussi, ça peut avoir de prolongation. Aller très loin. Les armes que le Rwanda a utilisées pour agresser le Congo venaient d'où? Qui a financé l'achat de ces armes? C'est comme ça, si la communauté internationale pouvait être une communauté au bien des citoyens du monde, beaucoup de gens, même certains dirigeants occidentaux, répondront des actes commis en République démocratique du Congo. Malheureusement, à ce stade, à ce niveau, il y a la politique des, on va dire, 2 poids et 2 mesures. En droit pénal international, les États s'imposent lorsqu'ils sont forts. C'est pourquoi nous, Congolais, nous devons prendre conscience de travailler pour qu'on devienne une nation respectée. La communauté internationale se mobilise en fonction des intérêts aussi. Politique de 2 poids 2 mesures, vous devez vous imposer. Vous devez vous identifier sur le plan international que vous êtes un État qui se respecte. Un État qui a une voix qui se fait entendre.
Maître, on va chuter parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. Parlons des réparations par rapport à tous ces crimes qui sont commis dans la partie est de la RDC. L'aspect lié aux réparations, comment ça se passe au niveau de la scène internationale, au niveau de la juridiction internationale, dans le cas sous examen? Vous savez, la Cour pénale internationale a organisé de procès. Il y a de jurisprudence qui existe. Rappelez-vous l'affaire Thomas Lubanga, Bosco Tagande, l'affaire Jean-Pierre Mbemba. Il y a autant d'affaires que la Cour pénale internationale. Les victimes doivent être indemnisées. C'est le principe. La création d'un tribunal pénal international pour les crimes commis en République démocratique du Congo, c'était là la conclusion de notre invité de ce jour, Maître Moulambampo Djamale. Je rappelle pour vous qu'il est avocat de formation, avocat praticien du droit, j'allais dire, mais aussi enseignant dans la faculté de droit. Il est aussi le président de la Société civile des intègres, Génération Consciente, et puis président de la Sentinelle du Congo. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir d'avoir sur ce plateau cet invité qui nous a justement nourri avec des notions du droit international, qui nous a édifiés. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir.